Bonjour à tous. À la suite des annonces du président de la République hier soir, nous avons souhaité nous réunir avec le chef d'état-major des armées et le directeur général de la sécurité extérieure afin de répondre à quelques-unes de vos questions sur la mort du numéro 1 de l'État islamique au Grand Sahara, la filiale de Daesh au Sahel. Comme l'a confirmé le président de la République, le terroriste Adnan Abu Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste de l'EIGS, a succombé à des blessures provoquées par une frappe de la force Barkhane en août 2021. Grâce à une manœuvre de renseignement de longue haleine et grâce à plusieurs opérations de capture de combattants proches d'Adnan Abu Walid al-Sahraoui, la force Barkhane avait réussi à identifier plusieurs lieux d'intérêt où ce dernier était susceptible de se terrer. À la mi-août, nous avons pris la décision de lancer une opération visant ces lieux. C'est dans ce cadre que des frappes aériennes ont été conduites et que l'une d'entre elles a atteint sa cible. Le chef d'état-major des armées pourra, dans quelques instants, vous préciser davantage les conditions de cette opération. Alors, à ce stade, j'aimerais rapidement vous rappeler de qui nous parlons. Al-Sahraoui a d'abord commencé sa carrière dans une katiba liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est une figure historique du djihad au Sahel. C'est lui qui a créé la filiale sahélienne de Daesh en 2015. C'est un émir autoritaire, autocrate. Il était le chef absolu de l'EIGS et prenait toutes les décisions. Les actions de l'EIGS, nous les connaissons tous, vous les connaissez tous. C'est la conduite régulière de massacres contre les populations civiles maliennes, nigériennes et burkinabées dans cette région des trois frontières. Et ce sont aussi des attaques acharnées et répétées contre les forces de sécurité locales, notamment nigériennes. L'organisation ciblait également les autorités civiles et traditionnelles locales dans le cadre d'exécutions publiques sanglantes, systématiquement filmées à l'intention de l'émir lui-même. Nous estimons que l'EIGS est responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013. Et je précise que la très grande majorité des victimes sont de confession musulmane. Tous ces massacres sont perpétrés dans un seul but. Il s'agit pour le IGS d'acquérir une emprise absolue sur le Sahel, de créer des zones sanctuaires qui pourraient, et c'est évidemment ce contre quoi nous luttons, devenir des bases de projection. Enfin, je peux vous confirmer que c'est l'émir de l'EIGS qui avait personnellement ordonné l'attaque de Kouré, qui a conduit à l'assassinat de 6 Français humanitaires de l'ONG Acted et de leur guide nigérien. C'était le 9 août 2020. Nous avons mené cette mission avec détermination et je voudrais rendre hommage à nos soldats, nos officiers de renseignement, nos partenaires qui ont payé le prix du sang pour que soit réduite à ce point la volonté destructrice et la violence aveugle de l'EIGS. C'est la grandeur de notre combat que de prendre ces risques pour préserver des vies innocentes. Alors, quelles conséquences pour l'EIGS ?
notre stratégie au Sahel repose sur deux grands piliers. D'une part, continuer de former et d'accompagner la montée en puissance des armées sahéliennes, et d'autre part, continuer les actions de neutralisation et de désorganisation de la hiérarchie des organisations terroristes que sont Daesh et Al-Qaïda. Alors, quand on évoque ces actions coup de poing qui visent à éliminer les chefs de ces organisations djihadistes, nous entendons souvent parler de l'hydre du terrorisme. Alors, s'il y a des amateurs de mythologie grecque dans la salle, j'aimerais rappeler que l'hydre de Lerne succombe aux flèches empoisonnées de son propre sang. Et si la mort de l'émir de l'EIGS est si importante, c'est parce qu'elle constitue le point d'orgue d'une longue série de neutralisations et de captures qui désorganisent, qui divisent durablement le haut commandement de l'organisation. La mort de Abu Walid al-Sahraoui porte un coup décisif au commandement de Daesh au Sahel, mais aussi à sa cohésion. Car l'EIGS aura sans doute des difficultés à remplacer son émir par une figure qui dispose de la même envergure. Le directeur général reviendra dans un instant sur la succession de victoires militaires qui permet d'affaiblir cette organisation terroriste. Alors pour autant, Daesh au Sahel reste structuré autour de plusieurs cadres pôles d'importance qui continuent à garantir la capacité opérationnelle de nuisance de ce groupe. Certains d'entre eux maintiendront un agenda djihadiste régional ainsi que des liens avec la mouvance État islamique, notamment la wilaya d'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a maintenant plus d'un an, au sommet de Pau, le président de la République nous a demandé de concentrer tous nos efforts sur le IGS. La mort de son numéro 1 intervient après plus de 18 mois d'efforts constants contre cette organisation terroriste qui est l'émanation de Daesh au Sahel. Et je tiens à féliciter et à remercier les militaires de la force Barkhane qui ont conduit ces opérations décisives qui participent encore une fois à une profonde déstructuration de l'EIGS. Depuis le sommet de Pau, notre effort contre l'EIGS s'est traduit par une succession d'opérations qui ont réduit le volume de combattants, qui ont amoindri les ressources logistiques et qui, vous l'avez compris, ont touché la tête de ce groupe. Par le déploiement de la Task Force Takuba dans le Liptako, qui est une zone refuge et zone d'action de l'EIGS, nous avons également agi contre l'EIGS. Et par la remontée en puissance de nos partenaires sahéliens, de la force conjointe du G5 Sahel, en particulier avec des structures de commandement communes et un partage renforcé du renseignement, nous avons amplifié cette action et les effets de cette action contre le IGS. C'est donc cet effort de tous, Européens, Américains, Sahéliens et Français, qui a conduit à ce succès militaire. Et c'est aussi des succès militaires comme celui-ci qui permettent de renforcer notre détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec nos partenaires sahéliens, nos alliés américains et européens. Ce combat, nous continuerons à le mener avec ardeur au sein d'un dispositif militaire rénové que le président de la République a récemment annoncé. Nous ne quittons pas le Sahel, nous adaptons nos capacités ainsi que nos moyens à l'évolution de la menace. Notre objectif est inchangé, empêcher Daesh et Al-Qaïda d'utiliser le Sahel comme base arrière sans se substituer à la souveraineté des pays de la région.
Je vais maintenant passer la parole au directeur de la DGSE. Merci Madame la Ministre, Monsieur le chef d'état-major des armées, Mesdames et Messieurs. Comme la ministre l'a dit, Adnan Abou Walid al-Sahraoui était le chef absolu des terroristes de l'État islamique dans le Grand Sahara. Émir autoritaire, brutal, créateur de la filiale sahélienne de l'État islamique en 2015, il était dans le Grand Sahara le chef de la branche internationaliste de l'État islamique. Il contraignait et rançonnait les populations locales dans une folie sanglante et destructrice. En liaison permanente avec l'état-major de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak, Adnan Abou Walid était le responsable pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il fédérait dans un même groupe, porteur d'une idéologie djihadiste violente, différentes communautés locales, faisant de lui un chef très redoutable. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, sanguinaire, nous l'avons dit, se caractérisait par sa cruauté et la violence de ses méthodes pour s'imposer par la force. Son groupe, et je le redis, a été responsable de l'assassinat de plusieurs dizaines de militaires maliens, nigériens, burkinabés, notamment des attaques sanglantes que vous voyez sur cette carte de l'Eleloy au Mali le 15 mars 2021, 33 militaires tués. Bani Bangou, Niger, 4 mai 2021, 12 militaires tués. Son groupe s'est aussi illustré par la conduite régulière de massacres contre les populations civiles dans la zone des trois frontières. Parce qu'il refusait de payer l'impôt, rançonné, il envoyait ses combattants massacrer des villages entiers. Et ces tragédies ont eu lieu plusieurs fois. Au Niger, début 2021, comme à Tchoma Bangou, le 2 janvier 2021, Chinagodar, Tilia ou récemment à Ouattaghouna, où ces tragédies ont fait des centaines de morts. L'organisation ciblait également les autorités civiles et traditionnelles locales, et la ministre a rappelé effectivement ces exécutions publiques sanglantes, filmées, diffusées, exploitées. Le IGS, oui, Madame la Ministre, est responsable de la mort de 2 à 3 000 personnes depuis 2015, mais je voudrais rappeler aussi que cet individu a été responsable de la garde des otages français d'Arlit en 2010, de l'enlèvement de coopérants européens à Tindouf en 2011, de la mort de notre compatriote Gilberto Rodriguez Leal en 2012, et qu'il détient toujours aujourd'hui l'otage allemand Jorge Lang. Madame la ministre, vous l'avez rappelé, Adnan Abou Walid al-Sahraoui a ordonné et suivi personnellement la conduite du massacre de Kouré contre les 6 humanitaires français d'Acted et leur guide nigérien. Alors, sa mort, incontestablement, porte un coup décisif au commandement de l'UGS qui a été décapité ces derniers mois. Elle intervient après une série d'opérations ayant ciblé depuis le printemps 2020, après le sommet de Pau, le haut commandement de l'UGS. Et elle contribue à une profonde déstructuration du groupe qui va avoir les plus grandes difficultés à remplacer ses cadres. Vous le voyez sur cette carte, après le numéro 2, Abdelhakim el-Sahraoui, mort au printemps 2021, le numéro 3, Abderrahman el-Sahraoui, qui était aussi le responsable religieux de l'organisation, neutralisé en juillet 2021. C'est un succès et c'est une succession de réussites dans la lutte contre le terrorisme. Et au-delà des grands chefs, je voudrais insister sur le fait que nous avons récemment neutralisé, sur la base de renseignements consolidés, plus d'une dizaine de cadres non maliens de l'EGS. Ce sont donc leurs chefs militaires, leurs idéologues, leurs logisticiens et désormais leurs 2 chefs historiques qui ont été mis hors de combat. Mais malgré toutes ces neutralisations, le groupe va rester menaçant et nous ne devons pas baisser la garde. Il devrait néanmoins se structurer maintenant autour de ses chefs peuls. Alors, nous allons poursuivre ce travail de lutte antiterroriste. Ce succès s'inscrit plus largement dans un effort global contre ce fléau du djihadisme international. Et on voit bien qu'après l'attrition des filières libyennes, syriennes ou irakiennes de l'État islamique, c'est désormais sa composante sahélienne qui est durablement affaiblie. Mais nous avons aussi à l'esprit notre autre ennemi, qui est Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda, dont la branche sahélienne, le JNIM, reste animée, violente, agressive, avec à sa tête le terroriste touareg Yad el-Rali, qui continuera d'être poursuivi et combattu avec résolution.
Et je saisis cette occasion, Madame la Ministre, pour rappeler les succès obtenus contre son encadrement étranger depuis janvier 2013, attrition de toute une série de responsables du JNIM, attrition majeure, je le rappelle, le 3 juin 2020, d'Abdelmalek Droukdal, qui était l'émir historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous aviez, Madame la Ministre, valorisé cette attrition l'an dernier. J'y reviens parce qu'effectivement, avec la disparition de Adnan Abou el-Sahraoui et de Droukdal, ce sont les deux grands chefs qui ont été effectivement neutralisés. En tout cas, ces éliminations confirment notre détermination à traquer les derniers responsables d'Al-Qaïda qui se terrent dans le nord du Mali et qui, malgré tout, déploient une stratégie dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. Et c'est pour ça que nous renforçons notre travail avec les pays du Golfe de Guinée. Voilà, je voulais simplement conclure en disant qu'avec nos partenaires sahéliens, avec nos partenaires européens, avec nos grands partenaires américains, nous continuerons de cibler, de traquer et de neutraliser ces responsables terroristes. Je vous remercie. Et maintenant, passer la parole au chef d'état-major des armées qui va revenir sur les conditions de réalisation de cette opération. Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, donc je vais effectivement maintenant vous donner quelques éléments pour vous permettre de mieux comprendre le cadre dans lequel cette neutralisation a été réalisée. Sur cette carte, vous le voyez, en fait, du 17 au 22 août, la force Barkhane, en coordination et en partenariat avec les forces armées maliennes, a conduit une opération de reconnaissance et de harcèlement contre un groupe de l'EIGS dans le Liptako malien, au sud d'Indeliman, et plus précisément dans la forêt de Dangarous, que vous voyez au centre de la carte. Cette opération, elle s'inscrit dans un cadre plus large qui vise à stabiliser cette zone-là, la situation sécuritaire du Gourma et du Liptako, dans la zone des trois frontières, et ceci de manière globale, en partenariat étroit avec les forces nigériennes, les forces maliennes, mais également la force conjointe G5 Sahel, bien évidemment force européenne Takuba, mais également l'appui de nos alliés américains, dont il faut à nouveau ici saluer l'engagement. Ce cycle d'opération, quel est son objectif global? Il vise à assurer la liberté de circulation sur la RN20. La RN20, c'est l'axe qui relie Ansongo à Ménaka et un peu au-delà en direction de l'Est, et également appuyer le retour des forces armées maliennes au Mali et nigériennes au sud de la frontière dans les postes d'Andera Boukam, d'Indeliman et de Tiloa. C'est donc au cours de cette opération que la force Barkhane a neutralisé Abou Adnan Walid al-Sahraoui, qui est, ça a été précisé, chef du groupe armé terroriste de l'État islamique au Grand Sahara. Cette opération, elle a impliqué l'ensemble des composantes de la force Barkhane, tant aérienne que terrestre. Elle était articulée dans son déroulement autour de deux phases. Tout d'abord, une phase préparatoire, en fait, qui était essentiellement centrée sur des actions de recueil de l'information pour préparer l'action principale. Et ensuite, suivie d'une phase d'engagement à terre, vraiment spécifiquement dans la forêt de Dangarous, qui est une zone boisée. Alors, ce n'est pas des forêts comme on les rencontre ici, bien évidemment, mais pour autant, c'est un terrain qui est extrêmement coupé, avec des petits végétaux, avec, quand on est au sol, une vraie difficulté à pouvoir voir un peu au loin. Donc, c'est des zones extrêmement compliquées, en particulier en cas d'engagement terrestre. Bien évidemment, difficile d'accès, et donc qui a été caractérisé de par des renseignements antérieurs comme abritant des campements de cadres et de membres de l'EIGS, ainsi que des plots logistiques. La phase initiale, tout d'abord, donc, qui a été conduite entre le 17 et le 20 août, elle visait en particulier à préciser des informations qu'on avait obtenues suite à la capture de 2 membres de l'EIGS qui avait été réalisée le 14 juillet, à proximité de cette zone-là. Au cours de cette phase de renseignement, le 17 juillet, une frappe réalisée par un drone a permis de neutraliser 2 membres de l'EIGS qui circulaient sur une moto. S'en est suivi derrière la phase d'engagement à terre, donc du 20 au 22 août, avec la mise en place par héliportage d'un groupe commando d'une vingtaine de soldats, et donc qui avait pour mission de reconnaître et de fouiller l'ensemble de la zone. Il était également appuyé par des frappes de Mirage qui ont été réalisées par des drones et des Mirage 2000D sur différents objectifs occupés par des membres de l'EIGS. Au cours de cette opération, entre le 17 et le 22, plusieurs membres de l'EIGS, estimés à une dizaine, ont été neutralisés, dont Abou Adnan Walid al-Sahraoui. Tout indique aujourd'hui qu'il était un des 2 passagers sur la moto qui a été ciblée par la frappe Reaper le 17 août.
Les conséquences militaires de cette neutralisation. Tout d'abord, elle conforte la stratégie militaire qui est mise en œuvre depuis le sommet de Pau en janvier 2020 face aux groupes armés terroristes avec l'effort dans la zone EIGS. Elle témoigne également de l'efficacité opérationnelle des opérations qui sont conduites avec la force Barkhane, mais également avec les forces partenaires qui continuent à monter en gamme. Elle constitue, cette neutralisation, un revers très important pour l'EIGS, de par les conséquences, mais également par l'effet produit sur nos partenaires qui œuvrent avec nous dans la lutte armée contre le terrorisme. Merci beaucoup, Général. Donc, dans les prochains mois, nous aurons 3 priorités au Sahel. Nous allons adapter notre présence militaire, mais nous ne quittons pas le Sahel et nous poursuivrons la lutte contre le terrorisme qui est et reste notre priorité absolue. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à quelques questions. Oui, bonjour. Didier Loras de l'agence France Presse. La première question peut-être pour Monsieur Aymier. Je voulais savoir quelles ont pu être les conséquences en termes de renseignement des combats qui ont pu être observés entre Daesh et Al-Qaïda, l'affrontement entre les deux organisations. Est-ce que vous avez pu vous en servir? Et peut-être une question pour Madame la Ministre. Dans le cadre des dernières polémiques, notamment sur les négociations entre les autorités de Bamako et Wagner, qu'est-ce que ce succès militaire de Barkhane représente dans vos relations avec Bamako? Je vous remercie infiniment. Oui, s'agissant de la question sur le JNIM versus l'État islamique au Grand Sahara, naturellement, nous ne pouvons que nous réjouir des affrontements qui existent entre ces deux organisations terroristes. Et il va de soi que les renseignements que nous pouvons collationner, le chef d'état-major l'a dit, à l'occasion d'arrestation d'un certain nombre de terroristes ou à l'occasion, effectivement, de leur neutralisation, qui nous permettent de récupérer ce qu'on appelle des sélecteurs techniques, sont naturellement très utiles en termes de renseignements pour consolider ou vérifier. Et il faut savoir, effectivement, et je l'avais expliqué lors du COMEX que présidait la ministre au mois de février à Orléans, que nous avons trouvé, que nous continuons de trouver des renseignements actionnables sur ces sélecteurs, ces tablettes, ces téléphones, et qui nous permettent de progresser dans notre recherche des terroristes et dans notre caractérisation de leurs organisations ou des caractérisations de leurs interactions et de leurs oppositions. Donc oui, c'est un élément très important. Sur la deuxième question, ce succès, un de plus, compte tenu de l'action résolue qui est menée depuis plusieurs mois maintenant contre les responsables et les hauts dirigeants des organisations terroristes, ce succès, il illustre au fond le bien fondé de la coopération qui s'est mise en place entre les forces armées françaises, les services de renseignement, les partenaires sahéliens avec qui nous travaillons au quotidien, main dans la main, et nos partenaires, bien sûr, européens et américains, qui nous accompagnent et nous soutiennent dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un travail d'équipe. Si nous sommes parvenus à ce succès, c'est parce que chacun a joué son rôle au sein de cette équipe. Je vous l'ai dit, le travail n'est pas terminé. La lutte contre le terrorisme se poursuit. Je pense que ce succès doit nous inciter à poursuivre dans cette voie. Alors, je sais qu'il y a des rumeurs et des échos que l'on peut lire dans la presse sur des discussions qui auraient lieu entre les autorités maliennes et cette société Wagner, qui est une société qui emploie des mercenaires. Il va de soi que si ces discussions devaient aboutir sur une collaboration effective du Mali avec la société Wagner, ce serait tout à fait incompatible avec le mode d'organisation, d'intervention que nous avons mis en place avec succès. Ce que nous vous présentons aujourd'hui en atteste. Mais je vous l'ai dit également, notre priorité, c'est évidemment de pouvoir poursuivre la lutte contre le terrorisme
et nous espérons que les conditions dans lesquelles nous l'avons lancé ne seront pas modifiées à l'avenir. Bonjour, Ulysse Gosset. Ulysse Gosset de BFM TV. Madame la ministre et général Thierry Burkhardt, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est aujourd'hui l'état de la menace justement des groupes terroristes et en particulier de Daesh au Sahel? Est-ce qu'on peut quantifier le nombre de combattants? Vous avez parlé donc de cette Katiba qui avait été repérée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut qualifier ou quantifier cette menace, sachant en particulier que le retrait des bases du Nord a commencé, semble-t-il. Vous pourriez peut-être nous le confirmer. Le début du retrait des bases du Nord de Tombouctou, Tessalit a commencé. Est-ce que vous êtes inquiet des risques qui pourraient porter sur ce retrait en termes d'attentats pour gêner le dispositif français et les convois qui vont faire route vers le sud dans les semaines et les mois qui viennent? Merci. Merci. Naturellement, l'exercice de quantification est un exercice difficile. Je dirais que ce n'est pas tout à fait une science exacte, et vous me le pardonnerez. La menace terroriste reste extrêmement prégnante au Sahel. Je vais peut-être laisser le directeur général donner quelques indications, malgré tout, sur l'état des forces en présence. Et puis, je reviendrai ensuite sur les questions concernant les conséquences de la réarticulation de notre dispositif sur la menace terroriste. Oui, Madame la ministre, pour embrayer sur votre réponse, comme vous l'avez dit, ça n'est pas une science exacte. Donc, cher monsieur, je ne peux pas vous donner effectivement, organisation par organisation, le nombre de terroristes. Mais enfin, on peut estimer à quelques centaines, au maximum, le nombre effectivement de terroristes qui appartiennent à ces différentes organisations, sachant que certains sont des terroristes d'opportunité. Dans la journée, ils ont une activité professionnelle et le soir, ils vont monter sur telle ou telle moto pour faire telle ou telle opération. Ce ne sont pas des structures constituées et totalement organisées. Deuxièmement, je l'ai dit, nous l'avons dit, le IGS est aujourd'hui durablement affaibli dans la zone des 3 frontières, mais nous n'avons pas dit que ses capacités n'existaient plus. Et donc, nous avons effectivement une reconstitution autour d'un certain nombre de leaders communautaires, puisqu'en réalité, les leaders internationalistes ont été de plus en plus effectivement neutralisés. Troisièmement, le JNIM de Yad el-Rali, au nord, reste une organisation qui a été certes très entamée, et aujourd'hui, Yad el-Rali, en réalité, est entouré de très peu de gens autour de lui qui continuent à faire vivre le mouvement. Mais enfin, il a encore une capacité d'action, et on le voit, j'ai fait allusion, dans leur volonté, c'était sur la 3e carte projetée, de continuer à descendre un tout petit peu vers le sud et vers les États, effectivement, du Golfe de Guinée. Donc nous sommes toujours dans un même dispositif, la ministre l'a rappelé, d'une coopération intime et opérationnelle avec les services africains sur le terrain. Il y a une volonté de travailler ensemble, les objectifs sont communs, et pour l'instant, nous avons toutes les capacités nécessaires pour effectivement faire ce travail, avec un partenariat, je le rappelle, qui concerne aussi des grands partenaires internationaux dont les moyens sont fondamentaux pour nous aider dans notre action. Avant de céder la parole au chef d'état-major des armées sur la question des conséquences d'une réarticulation de notre dispositif, tout d'abord, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, tous les axes routiers sont par définition des axes qui sont ciblés par ces groupes terroristes. Donc ce sont des axes vulnérables qui appellent de notre part en tout temps une vigilance particulière lorsque nos forces les empruntent. Alors a fortiori lorsqu'il y a une réarticulation plus lourde du dispositif qui va nécessiter de constituer des convois par exemple, ce ne sera pas la première fois que nous faisons cela. Évidemment, une vigilance toute particulière est de mise, car la menace, on le sait, va croissant dans ces circonstances précises. Oui, en complément
Effectivement, il a été annoncé que Barkhane avait commencé sa phase d'adaptation. Et donc, ça se traduit par des redéploiements d'unités, sans rentrer dans plus de détails, pour bien évidemment des raisons de sécurité des opérations, que vous comprenez bien. Maintenant, Madame la ministre vient de le rappeler. En fait, des convois, on en a déjà fait. Ces convois-là, ils sont probablement d'une ampleur un peu plus importante de ce qu'on peut connaître, mais fondamentalement, on ne fait pas quelque chose de nouveau. Ce qui est probablement un peu lié à cette phase de redéploiement, c'est en fait la visibilité qu'on peut y donner et que vous pouvez y donner. Et la manière dont une éventuelle attaque IED contre un de ces convois, qui ne sera pas tellement différente de l'attaque normale d'un convoi, en fait, quelle lumière on y mettra et quel sens on y donnera. Voilà, donc il y a une vraie aussi gestion de cette image-là et de cette perception. Mais globalement, oui, des convois sont en train d'être neutralisés, ce qu'on sait déjà faire. Il y a un dispositif pour assurer la protection de ces convois, qui est relativement efficace, mais qui ne veut pas dire qu'il y a zéro risque. Et maintenant, après, les affaires se déroulent, et il faut que ça se déroule tranquillement et normalement. Bonjour. 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 Célian Massé pour Libération. Pourquoi ce délai dans la confirmation de l'identité d'Abou Walid al-Sahraoui? Est-ce que c'est un délai normal et quelles sont les méthodes de confirmation d'identité, si vous pouvez les évoquer? Ensuite, sur la partie plus opérationnelle, est-ce que lors de la frappe de drone, si j'ai bien compris, puisque c'est une frappe Reaper, est-ce qu'il était ciblé en tant que tel? Est-ce qu'il était identifié en amont de la frappe? Et enfin, est-ce que des potentiels remplaçants ont déjà été identifiés? Bien. Sur le délai, en ces matières, je ne connais pas de normalité. Chaque cas est particulier. Et ce qui est important, c'est que nous puissions avoir le niveau de certitude qui convient pour pouvoir procéder à une annonce comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est ce travail que nous avons fait. Et donc, nous annonçons aujourd'hui que tout indique que al-Sahraoui, je recherche son... Adnan Abou Walid al-Sahraoui, voilà, était l'un des deux passagers qui se trouvaient sur la moto qui était visée. Sur l'autre question qui est celle de la succession du numéro 1 de l'EIGS, je n'ai aucune information particulière à ce stade. Comme cela a été dit tout à l'heure, cela ne va probablement pas être facile pour l'EIGS de trouver un dirigeant qui ait la même étoffe, si je puis dire, et que celui qui vient d'être neutralisé. Et à ma connaissance, nous n'avons pas encore d'informations sur son éventuel successeur. D'autres questions ? Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. Sur les circonstances de la frappe, est-ce que vous pouvez nous dire s'il fuyait les opérations françaises, ce qu'il faisait sur cette moto et plus globalement, comment il s'organisait? Parce qu'il était donc à deux. Est-ce que al-Sahraoui avait des gardes du corps ou pas? Comment il se dissimulait? Et autre question, à Pau, le IGS avait été défini comme ennemi principal. Après les succès militaires que vous avez décrits, est-ce que la stratégie évolue pour concentrer les efforts de Barkhane contre le JNIM maintenant? Merci. Oui, Monsieur Barotte, sur la caractérisation. La caractérisation était très claire d'éléments identifiés comme étant membres des groupes armés terroristes. Il y a différents critères qui permettent armés, etc. C'était pas dans une phase de renseignement où il n'y avait pas d'éléments déployés au sol. Donc ils n'étaient pas en train de fuir. Ils étaient en déplacement, peut-être ayant détecté des mouvements aériens sur zone. Et ils se déplaçaient effectivement isolément. Ce qui était néanmoins une des caractéristiques qui entourait ces modes de déplacement. Donc ça, on ne faisait pas avec certitude l'individu, mais en tout cas, ça nous confortait sur cette identification. Non. Est-ce que la stratégie de Pau évolue? Nous continuons, je l'ai dit, à lutter contre le terrorisme au Sahel. Nous ne le faisons pas seuls, mais avec des partenaires.
le président de la République nous avait donné 2 objectifs, un objectif géographique, concentrer nos efforts sur la zone des 3 frontières, et un objectif en termes de cible, qui était de viser particulièrement le IGS. Ce que nous vous avons montré aujourd'hui, je crois, montre que nous avons en effet pris cette mission très à cœur et que nous l'avons accomplie avec un grand nombre de succès. Ce qui ne veut pas dire que l'autre grande organisation terroriste qui sévit au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou JNIM, selon les appellations qu'on lui donne, n'ont pas été traqués par les forces françaises et partenaires. Le directeur général a rappelé tout à l'heure qu'en juin 2020, nous avons porté un coup très dur à AQMI en neutralisant Drogdal. Donc la priorité, comme le président de la République l'a fixé, c'était le IGS dans la zone des 3 frontières, mais nous ne sommes pas inactifs vis-à-vis de l'autre grande organisation terroriste qui se déploie par ailleurs au-delà de la zone des 3 frontières. Donc ce combat, nous allons le poursuivre. Et bien entendu, la stratégie de Pau, que je n'ai pas forcément rappelée dans sa totalité, puisque je me suis concentrée aujourd'hui sur sa dimension militaire et de sécurité, continue de comprendre un objectif qui est au fond la raison même de notre présence au Sahel, ramener la sécurité pour pouvoir faire revenir l'État et recréer des conditions de vie pour les populations qui, au fond, privent d'arguments ou priveront d'arguments les groupes terroristes qui les soumettent à leur joug. Oui, dernière question. Bonjour Madame la Ministre, Hélène Bonnet, je travaille pour LCI. Ma question porte sur le contrat d'armement passé avec l'Australie sur la vente de sous-marins, contrat aujourd'hui remis en question. Ce matin, Jean-Yves Le Drian a eu des mots très durs, il parle d'un coup dans le dos. D'une part, quelle est votre réaction suite à cette volonté de rupture de contrat ? Quelles vont être les conséquences pour notre industrie d'armement ? Et ce contrat prévoit-il des compensations en cas de rupture ? Si oui, lesquelles ? Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet-là ? C'est évidemment une très mauvaise nouvelle que cette annonce qui a été faite hier par l'Australie conjointement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est une remise en cause de la parole donnée. Il ne s'agissait pas d'un prospect commercial où nous aurions perdu contre d'autres compétiteurs. Il s'agissait d'un contrat qui avait été passé il y a plusieurs années, il y a 5 ans de cela. Et ce contrat, il impliquait aussi l'Australie en tant qu'État, puisqu'il y avait un accord d'État à État qui avait été passé entre l'Australie et la France. Donc, ce respect de la parole donnée, qui est quand même à la base des relations internationales, n'a pas été tenu. Et puis c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la souveraineté de l'Australie, parce que l'objectif que poursuivait l'Australie au moment où l'appel d'offres a été lancé, et avant que la France ne le gagne, c'était de doter l'Australie d'une capacité souveraine dans une zone où l'on sait les tensions s'exacerbent, une capacité souveraine à la fois bien sûr sur le plan militaire, mais aussi en permettant à l'Australie d'acquérir des technologies, des savoir-faire ayant un effet d'entraînement puissant sur l'économie, susceptible de créer de nombreux emplois en Australie, puisque je rappelle que ce projet avait une forte dimension de création d'emplois en Australie. Donc c'est une énorme déception. C'est une énorme déception, d'autant plus que cela fait 5 ans que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour la bonne mise en œuvre et le bon déroulement de ce contrat d'ampleur qui devait doter, conformément à sa demande, l'Australie de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle. C'était le cahier des charges, je le rappelle.
Donc, l'Australie remet en cause sa propre parole, change au fond l'expression de modifie son besoin. C'est donc, semble-t-il, un programme à propulsion nucléaire qui va donc être lancé. Pendant ces 6 années, beaucoup a été fait, mais l'Australie n'a pas plus de sous-marins aujourd'hui qu'elle n'en avait en 2016, et probablement il faudra un certain temps avant que ces nouveaux sous-marins voient le jour. Est-ce que cette rupture de contrat aura des conséquences pour notre outil industriel? C'est évidemment ce à quoi nous allons travailler pour éviter ou limiter les conséquences. Il y a d'abord des clauses contractuelles sur lesquelles nous allons évidemment nous pencher de manière extrêmement détaillée, car il est hors de question de ne pas préserver tous nos intérêts, mais il est aussi de notre responsabilité de veiller à ce que l'industrie française dans son ensemble, qui était engagée dans la bonne marge de ce contrat, eh bien, puisse être le moins pénalisée possible. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas pénalisée, mais le moins pénalisée possible. Et de ce point de vue, la loi de programmation militaire voulue par le président de la République nous rappelle à tous la force et la puissance qu'exerce la commande publique nationale sur notre base industrielle et technologique de défense. Et donc, nous avons lancé ces derniers mois un certain nombre de programmes de très grande ampleur, y compris dans le domaine des sous-marins. Je fais référence aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération, qui est un programme qui va fortement mobiliser nos industriels dans les années à venir. Donc, nous allons y travailler avec beaucoup de détermination et de manière extrêmement précise. Dernière question. Madame la ministre, sur ce point précis, est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait des mesures de compensation? Est-ce que la France va demander une compensation? Est-ce que à l'Australie, dans la mesure où il y a eu rupture de contrat d'État à État, est-ce que la France va demander à être dédommagée, entre guillemets? Nous allons étudier toutes les hypothèses et tous les scénarios. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, je ne peux évidemment pas vous répondre, mais je l'ai dit, nous protégerons nos intérêts et nous les défendrons. Alors, la toute dernière question, parce que je vois que M. Tanguy a levé beaucoup la main. Merci, madame. Une question pour vous. Est-ce que la descente de la menace vers le golfe de Guinée, qui avait été évoquée par le directeur général il y a quelques mois, va impacter votre dispositif dans la région de formation? Je pense à l'AILCT en Côte d'Ivoire, mais également aux 2 pôles de coopération que vous avez au Sénégal et au Gabon pour former les troupes africaines. Merci. Alors, nous allons évidemment nous appuyer sur les forces qui sont positionnées dans la région, mais je vais peut-être laisser le chef d'état-major des armées compléter. Nous avons, dans la réarticulation de notre dispositif, prévu de renforcer la coopération, et cette coopération avec les pays du Sahel va pouvoir aussi s'appuyer sur ces forces qui sont présentes, notamment au Sénégal. Oui, sans rentrer dans le détail, cette coopération-là existe déjà. Il faut maintenant la renforcer et probablement être capable de la cibler encore mieux sur les besoins de ces pays-là. Mais c'est quelque chose sur lequel on avance bien. Voilà. Pardon, Madame la Ministre, c'est un des vrais objectifs de l'adaptation de la force Barkhane, c'est-à-dire renforcer la coopération et en explorant d'autres domaines que ceux qu'on fait de manière traditionnelle, en particulier dans le domaine aérien, pour déployer pour améliorer les forces aériennes, voire développer les forces aériennes de ces pays-là. On voit bien, c'est quelque chose qui procure toujours sur le terrain un vrai avantage. Il me reste à vous remercier de votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée.